Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho pour donc la première de 2016. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors cette chronique, c'est la dernière de la série sur la régularité et dans les deux chroniques précédentes, on avait abordé l'utilité d'un cadre de trading et l'impact du stress. Dans celle-ci, on va parler de confiance instinctive. Et pour ça, je vais vous décrire précisément l'instinct grégaire et les différentes approches de trading qui correspondent aux différents positionnements. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez me faire, s'il vous plaît, un retour sur le son, savoir si vous m'entendez bien. Voilà. Donc dans la fenêtre de chat. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y a un certain décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Donc voilà. Bon, bref, donc je continue. Avant de commencer, je dois préciser une chose importante. Ce qu'on va voir maintenant n'est qu'un aspect de votre mental. Alors j'utilise souvent la métaphore d'un bâtiment pour parler des différents étages de conscience. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui on va zoomer sur un étage précis. Mais vous n'êtes pas que cet étage. Vous êtes aussi plein d'autres paramètres. Et donc il y a d'autres instincts qui vont venir soit renforcer, soit limiter l'impact de l'instinct grégaire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un zoom là-dessus. Alors apparemment, le son est bon, mais ça résonne un petit peu. Ah, oui, bon. Je vais essayer de regarder le mixeur. Ouais, non, à mon niveau, tout est ok. Bon, je vais continuer parce que si j'arrête, j'ai peur de vous perdre complètement. Donc voilà, j'espère que ça ne viendra pas interférer dans la compréhension de ce que je vais tenter de vous faire passer aujourd'hui. Donc sur une présentation précédente, j'évoquais le principe de dissonance. Donc pour résumer, c'est toutes les voix contradictoires qui peuplent un petit peu nos pensées. Et l'instinct que je vais vous aider à identifier aujourd'hui, donc peut être renforcé ou il peut être diminué par d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, je ne vais pas étudier les interactions puisque je veux vraiment faire le zoom donc sur l'instinct grégaire. Donc l'instinct grégaire, c'est le rapport qui unit l'individu au groupe. Et ce rapport est très important pour votre trading pour deux raisons majeures. La première, c'est que ça définit une vision de base sur tout ce qui vous entoure. Donc évidemment, sans analyse et sans utiliser votre compétence, c'est un petit peu votre a priori envers la vie. Et la seconde, c'est qu'il est totalement inconscient. Et donc, par voie de conséquence, on n'a pas un réel pouvoir sur lui. La première chose à faire, c'est donc de prendre conscience de son existence et de votre positionnement afin de mener des actions qui vont être préventives et qui vont être cohérentes par rapport à tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui me mettent des retours dans le chat par rapport au son. Baisser le niveau dans le mixeur, ça réduira le souffle. Merci. Donc je m'exécute. Voilà, donc j'ai baissé le niveau dans le mixeur. Merci de me dire si c'est mieux. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Oui, voilà. Alors, donc dites-moi si c'est mieux par rapport au son, s'il vous plaît. Donc, pour être cohérent avec l'instinct grégaire, il va y avoir deux axes de travail, grosso modo. La première, c'est une attitude qui est proactive, dans le sens où vous devez créer un système de travail qui va correspondre à ce positionnement, et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, ça vous permettra de gérer votre capital avec beaucoup moins d'angoisse, parce que vous allez être cohérent avec vous-même. La seconde, qui est plus ou moins ardue selon les personnes, c'est évidemment la résolution des conflits, donc reconnaître les dissonances, les prendre en compte et trouver un espèce de consensus en trading et par ailleurs d'ailleurs.
Et ça, c'est vraiment un travail de coaching. Donc, le son est pas bon, d'accord. Il faut rapprocher le micro, mais j'ai un micro casque, je ne veux pas le mettre plus près. Bon, écoutez, tant pis, hein, je continue comme ça. Je ne sais pas si ça a à voir avec la connexion, parce que le micro c'est le même que d'habitude. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on va aborder les 4 positionnements de base de l'instinct grégaire. Et ensuite, je vous donnerai des pistes de travail comportementales pour en réduire l'impact. Voilà. Donc c'est parti. Oui, alors vous savez que le trading est une activité dangereuse pour votre capital et que lorsque vous exposez votre argent sur les marchés financiers, vous pouvez le perdre. Voilà. D'ailleurs, ma raison d'être, c'est d'essayer de vous éviter un maximum d'en perdre beaucoup. Voilà, donc dans la chronique d'aujourd'hui, on parlera de l'instinct grégaire, des différents positionnements. J'aborderai le principe d'une vision qui est faussée et on verra ensuite des axes de travail. Donc pour commencer, l'instinct grégaire de manière assez globale. Afin qu'un groupe subsiste, donc l'être humain est un animal social, donc ça veut dire qu'il vit en groupe, et pour limiter les luttes de pouvoir perpétuelles, le groupe a besoin de dominants, donc grosso modo c'est des leaders, des protecteurs. Il a besoin de soumis qui recherchent la protection des dominants et qui font fonctionner le groupe. Il a besoin d'axiaux qui ont une grande confiance dans l'environnement et qui sont utiles à la cohésion générale du groupe. Et il a besoin de méfiants qui sont des observateurs, qui sont des vigies, des guetteurs et qui mettent le groupe voilà, un petit peu en alerte face à des dangers potentiels. Donc on trouve aussi quelques rares assertifs qui sont totalement en dehors du rapport de force et qui sont assez autonomes puisqu'ils attribuent aucune confiance ni méfiance a priori. Eh bien, leur instinct grégaire est comme en sommeil. Donc du coup, on a 2 axes. L'axe de confiance en soi, où donc il y a les dominants, les assertifs et les soumis, et l'axe de confiance dans l'environnement, où on va trouver les méfiants, les assertifs et les axiaux. Donc on va commencer avec la confiance en soi. Donc à l'âge adulte, cet instinct, il est à la fois fixe et relatif. Fixe parce que l'empreinte cérébrale est définitive à partir d'une vingtaine d'années, et relative parce que le niveau de droit est toujours en relation avec un autre. Je suis soumis par rapport à X et je suis dominant par rapport à Y. Donc pour illustrer cette idée, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite sur des rats dans les années 90. Donc il y a un groupe de chercheurs qui a pris 60 rats, mâles et femelles confondus, et ils ont créé 10 groupes de 6 rats qu'ils ont mis dans des cages divisées en 3 espaces. Donc il y avait un espace de vie, avec rien de spécial, un petit bassin qui était rempli d'eau, et de l'autre côté, un espace où ils mettaient la nourriture. Et dans ce dernier espace, toutes les 5 minutes, il y avait des petites décharges électriques. Alors ces décharges étaient suffisamment fortes pour être clairement désagréables, mais pas assez pour être douloureuses. Et dans tous les groupes, ça c'est quand même assez hallucinant parce qu'il y a eu la même structure sociale qui s'est dessinée. Il y avait 2 rats dominants, 3 rats soumis et 1 assertif. Donc les dominants n'allaient jamais chercher la nourriture, les soumis nageaient et ramenaient la nourriture aux dominants, et l'assertif nageait, il mangeait sur place, quitte à se prendre des décharges, et il revenait toujours à vide. Dans un second temps, les chercheurs ont recréé des groupes en faisant des groupes d'anciens dominants, des groupes d'anciens soumis et des groupes d'anciens assertifs. Et là où c'est proprement hallucinant dans cette expérience, c'est que la même structure se répétait systématiquement avec 2 dominants, 3 soumis, 1 assertif. Donc à chaque étape, donc sur la première vague de groupe et les suivantes, ils ont testé le niveau hormonal de stress de chaque rat en quantifiant en fait le taux de cortisol qu'ils avaient. Et donc sur la première vague,
Les moins stressés, c'était les soumis, aussi surprenant cela puisse paraître, et les plus stressés, c'était les dominants. Et sur la seconde vague, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour nous, c'est que les plus stressés étaient ceux qui avaient changé de statut, peu importe dans quel sens. Ceux qui étaient assertifs à la base gardaient le même niveau de stress, qui était assez médian, quel que soit leur nouveau statut au sein du groupe. Et idem pour ceux qui conservaient le statut initial de dominant ou de soumis, le taux de cortisol restait stable. Par contre, pour ceux qui changeaient de statut, le taux explosait littéralement. Donc alors, qu'est-ce que cette expérience nous apprend par rapport au sujet qui nous occupe? Je ne vous parle pas simplement pour partager des expériences comportementaux scientifiques, non. On va voir à quoi ça nous sert pour le trading. La première chose, c'est que ça illustre bien le principe de relativité. On a plus de droits ou plus de devoirs que machin, ou bidule, quoi. Et l'expression du positionnement se fait toujours par rapport à une situation, à un individu ou à un groupe. Ensuite, ça nous montre qu'on a un point de consigne qui est naturel et qui est instinctif, et quand on en sort, pour une raison ou pour une autre, on ne se sent pas bien. Plus le décalage est important, et plus le malaise est fort. Alors, je vais prendre peut-être un autre exemple simple qui nous touche plus en tant qu'être humain. On va dire que le point de consigne naturel de Paul est légèrement soumis, ce qui concerne vraiment une très très grande partie de la population. Et il est en relation avec Jacques, qui a un peu plus de soumission que lui. Paul va donc être dominant par rapport à Jacques. Et dans ce rapport, il ne va pas être forcément très à l'aise. C'est une relation où il va se sentir pas vraiment à sa place, ça ne va pas lui coller. Donc ça nous montre aussi que ceux qui ont un instinct grégaire fort, quelle que soit sa nature, sont beaucoup plus sujets au stress que ceux qui vont tendre vers de l'assertivité. L'assertif va être beaucoup plus flexible et plus rationnel que les autres dans le rapport qu'il entretient avec le pouvoir et aussi dans le rapport qu'il entretient avec le marché. Donc à titre indicatif, je souhaite préciser que la répartition chez l'homme semble différente. Je dis semble parce qu'on n'a aucune statistique véritablement fiable à ce sujet, mais elle semble être différente que chez les rats. Donc dans l'expérience, on a 2 dominants, 3 soumis et 1 assertif. Et chez les êtres humains, il semble qu'il y ait une proportion beaucoup plus importante de soumis et par contre des dominants qui ont une dominance qui est beaucoup plus forte. Bref. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport au marché? En trading, le dominant ultime, c'est le marché. Il a tous les droits et on a envers le marché que des devoirs. Ça va être mon postulat de base sur cette présentation. Donc le niveau de confiance en soi jouera un rôle majeur, notamment au niveau de la politique de gestion. Disons pour généraliser, parce que évidemment sur un webinaire comme ça où j'ai personne en face, où je ne sais pas qui vous êtes, je ne peux pas rentrer dans le cas particulier, c'est pas possible, mais on va dire pour imager que vous avez une alternative et donc un choix, un véritable choix à faire. Soit vous privilégiez un bon pourcentage de trades gagnants avec un risk-reward assez agressif, donc on va dire que vous visez 70% de trades gagnants avec un risk-reward qui avoisine les 2 pour 1. Donc voilà, sur 10 trades, vous gagnez 7 fois 1 et vous perdez 3 fois 2. Au bout du compte, vous gagnez 1. Voilà, au bout du compte, le trader est positif. Ou, à l'opposé, vous allez privilégier un risk-reward sécuritaire et donc, par voie de conséquence, avoir un faible pourcentage de trades gagnants. Donc, je risque 1 pour 2. Et j'ai un pourcentage de trades gagnants, on va dire, de 40%. Donc sur 10 trades, je gagne 4 fois 2 et je perds 6 fois 1. Et au bout du compte, je gagne 2. Bon, prenez pas les chiffres en note, c'est juste pour que vous compreniez bien le principe. Voilà, bon, bref. Voilà, donc comprenez bien une chose, c'est que c'est pas vous qui choisissez ça. Parce que vous devez faire avec ce que vous êtes. Et c'est ici que le principe des dissonances, dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, repointe le bout de son nez, parce que vous pouvez avoir envie de privilégier une approche à un certain niveau de conscience,
alors qu'elle ne colle pas concrètement avec votre positionnement naturel. Et c'est en grande partie le niveau de confiance en soi qui va définir ce choix dans la politique de risque. C'est pas vraiment ce que vous pouvez lire ou considérer intellectuellement comme viable. Donc on va parler maintenant de la dominance. Donc un individu dominant aura beaucoup de droits et peu de devoirs. Je le répète, ce positionnement n'a rien de rationnel. Il ne tient pas compte de votre compétence, de votre expérience réelle, de votre force ou de votre intelligence. C'est quelque chose qui est absolument ancré au plus profond de la conscience. Donc un dominant saura prendre des risques. Généralement, il sera plus pugnace qu'un autre et il rebondira plus facilement après un échec. Et c'est logique, parce qu'il apprend vite, parce qu'il multiplie les expériences. Et il croit en plus foncièrement qu'il peut gagner. Pourtant, il va aussi avoir des gros points faibles. Le refus de se tromper, la prise de risque complètement irrationnelle, c'est les principaux. Il va aussi minimiser le besoin de préparation, évidemment, puisqu'il a tous les droits, pour faire simple. Il n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Il aura évidemment aussi des difficultés à être patient et une certaine faiblesse pour se remettre en question. Donc, comme le dominant ultime, c'est le marché, ce trader sera aussi plus sujet au stress qu'un autre, et particulièrement quand il aura tort, évidemment. Comme dans l'expérience avec les rats, on peut dire que c'est un dominant qui est obligé de se soumettre, et il n'est pas vraiment à l'aise avec cette idée. Quand il va rentrer en stress, souvent le dominant aura un réflexe de lutte, et ça va évidemment accroître son agressivité et ses points faibles. Je ne reviens pas là-dessus parce que j'ai largement expliqué le stress justement dans la chronique précédente. Voilà, je voulais juste préciser qu'un dominant rentre généralement en lutte. Donc dans son rapport à la perte, le dominant est dans le refus. Donc suivez mon raisonnement, il faut que ces pertes soient le plus rares possible. Mais elles peuvent être importantes, parce qu'il a la capacité de vivre avec violence et de s'en remettre assez vite. Ce qui ronge le dominant, en fait, c'est les petites pertes, les unes après les autres. Et il devra avoir souvent raison pour pouvoir acquérir une certaine discipline. Du coup, dans ses choix de gestion, un dominant devra privilégier un bon pourcentage de trades gagnants et un risk-reward agressif. C'est dans sa nature. Pour lui, se tromper souvent, c'est extrêmement compliqué et donc il doit réduire un maximum le nombre de trades perdants. Par contre, il est capable de vivre une grosse perte sans être moralement terrassé, quoi. Pourtant, dans leurs instincts, comme ils refusent la soumission, ils auront tendance à vouloir privilégier un bon risk-reward, ce qui est impossible, comme on vient de le voir. Voilà, je reviendrai dans 5 minutes là-dessus. Ensuite, on va parler donc de la soumission. Donc, à l'opposé, celui qui a beaucoup de devoirs, qui est donc insoumis, aura plus de difficultés à trouver de l'impulsion pour aller au combat. Il est plus précautionneux. Il aura besoin de se rassurer avec l'acquisition de fortes compétences ou bien en multipliant les indicateurs, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs la meilleure chose à faire. Il va tenter aussi de trouver un moyen pour se protéger des marchés. Et tant que ça reste en adéquation avec l'environnement, ça ne pose pas de problème, bien au contraire. Mais le trader soumis peut aussi pécher par trop de zèle. Et là, du coup, il se montre frileux. Et quand il est dans cette étape, évidemment, il peine à gagner parce qu'il cumule les petites pertes et il peut aussi réagir avec frustration, ce qui va engendrer d'un seul coup une prise de risque assez brutale. Autre aspect délicat avec quelqu'un qui est dans la soumission, c'est le droit de gagner. Donc, ce trader va bien préparer son coup. Et souvent, il a un plan de trading viable et la politique de gestion qui va avec. Et donc, il est bien armé pour faire des gains. Mais il peut ressentir à un moment donné, et ça je l'ai observé en clientèle, une sorte de culpabilité face aux gains. Et alors, il a tendance à se saborder avec des prises de risque brutales. Quelqu'un qui est dans la soumission va privilégier le réflexe de fuite quand il est en stress.
Et s'il fait des grosses pertes, il va facilement rentrer dans un réflexe d'inhibition et du coup il ne trouve plus l'impulsion et l'énergie pour retourner sur les marchés. Donc un trader dans la soumission doit privilégier un bon risk-reward, quitte à faire beaucoup de petites pertes. Il accepte l'idée de se tromper, souvenez-vous, donc il a beaucoup de devoirs et il a peu de droits. Et il est peu enclin aussi à avoir un ego surdimensionné. Donc il est capable de gérer un fort pourcentage de trades perdants. Par contre, une grosse perte est très difficilement acceptable pour quelqu'un qui est dans la soumission et ça le renvoie automatiquement vers la case inhibition dont j'ai déjà parlé il y a 2 secondes. Donc une vision de soi qui est faussée. Là, ça devient assez intéressant. Je dis ça, j'avoue, avec le sourire parce que je trouve ça ubuesque et très drôle. Parce que j'ai remarqué sur la masse des profils que j'ai pu faire que les traders privilégient rarement l'approche qu'il leur faut lorsqu'ils réfléchissent à leur système de gestion. Et ce qui est vicieux avec l'instinct grégaire, c'est qu'on a généralement tendance à mal se positionner. On est carrément en dehors de la réalité, puisque soit on a l'impression qu'on est à l'équilibre, c'est-à-dire on se sent assertif, même si on a un niveau élevé de l'un ou de l'autre, soit on se met à l'opposé, un petit peu comme en effet miroir de ce qu'on est réellement. Donc un dominant va penser qu'il ne se donne pas tant de droits que ça. Voilà, il est foncièrement de mauvaise foi, il a la sensation d'avoir le niveau de droit qu'il mérite en fait. Et donc, il a tendance à se dire qu'il veut gagner gros pour risquer peu, ce qui induit un faible pourcentage de trades gagnants, donc il va se tromper souvent, donc il stresse. Le soumis, à l'inverse, aura tendance à se dire qu'il ne se donne pas trop de devoirs, que c'est légitime par rapport aux personnes qui l'entourent, et son besoin de sécurité le pousse à croire qu'il faut privilégier un pourcentage de trades gagnants, parce que s'il gagne souvent, il se sentirait plus à l'aise. Ce qui est faux, parce que la texture même de notre métier induit que s'il gagne souvent, et ben quand il perd beaucoup, parce que on ne gagne pas souvent par hasard. Je veux dire, c'est qu'il y a à un moment donné un stop qui est assez éloigné et que le marché a la place pour retracer, pour faire ce qu'il a à faire. Et du coup, quand il y a des pertes, eh ben, elles se révèlent importantes. Et donc, ça le renvoie en case de stress parce que c'est quelque chose qui est trop violent. Donc, pour bien gérer cet aspect, il faut bien comprendre que le trader doit faire un choix et que l'optimum n'existe pas. Je veux dire, on n'est pas dans le monde de oui-oui, quoi. Soit il gagne souvent et quand il perd gros, c'est l'approche que les dominants doivent suivre, soit il perd peu et il gagne souvent, et c'est une approche qui est dédiée aux personnes qui vont avoir un peu plus de soumission. Donc le besoin d'avoir raison du dominant et le besoin de sécurité du soumis les poussent tous les deux dans la mauvaise direction. Donc, ils doivent apprendre à gérer ces besoins mentaux aussi, en parallèle. Et on va voir ça dans 5 minutes avec quelques exercices de comportement. On va maintenant passer à la confiance dans l'environnement. Donc, elle aussi, elle est fixe à l'âge adulte. Donc, d'un côté, on a les méfiants. Et de l'autre, on a les axiaux avec au milieu les assertifs qui sont, je vous l'ai déjà dit, un petit peu en dehors du rapport de force. Donc de façon totalement conditionnée, on a une certaine vision du monde et des gens qui nous entourent. Et cette vision n'est pas clairement liée à la confiance qu'on a en nous-mêmes. C'est le rapport instinctif qu'on entretient avec le monde qui peut être perçu soit comme bienveillant, dénué de danger ou de mauvaises intentions, ou à l'opposé, un monde qui serait assez hostile, voire dangereux. Donc lui aussi, je le répète, c'est un positionnement qui n'a rien de rationnel. Et on ne peut pas véritablement exercer une influence consciente là-dessus. On peut juste travailler à en limiter l'impact, en fait. Donc dans la constitution de la confiance dans l'environnement, on retrouve évidemment toute l'éducation. Donc en analyse transactionnelle, je digresse un peu,
On parle de l'enfant soumis et de l'enfant rebelle qui est un petit peu en chacun d'entre nous. Et cette idée vient simplifier un peu l'explication du process de constitution de l'instinct grégaire. Parce que face aux valeurs parentales, on peut soit se positionner en adéquation, donc j'adhère à la vision de mes référents, hein, grosso modo, soit en opposition, mais au bout du compte, le point d'ancrage reste le positionnement de nos référents dans l'enfance au sens large. Alors c'est vrai que je parle de parents, parce que souvent nos référents quand on est enfant, c'est les parents. Après ça peut être d'autres personnes selon votre histoire. Et soit on va reproduire une vision du monde qu'on a choisie, celui du père ou de la mère, ou des deux s'ils sont positionnés sensiblement pareil, soit on va aller à l'opposé, un petit peu comme par symétrie. Donc le niveau de confiance dans l'environnement va être très important en trading parce qu'il conditionne votre vision du marché et surtout la place que vous allez y prendre. Donc globalement, comme pour la confiance en soi, on peut dire que l'instinct grégaire a un impact qui est très 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 important puisque c'est une vision irrationnelle que vous avez sur la vie en général et sur tout ce qui vous entoure. Et donc c'est ce niveau qui va définir votre vision d'entrée. Donc ce que j'appelle aussi souvent la philosophie opératoire. Et donc pour simplifier, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Hein. Il y a les contrariants et il y a les suiveurs de tendance. J'imagine que vous avez déjà une petite idée de qui va être destiné à quoi. Donc on va parler de la méfiance. Alors une personne qui est dans la méfiance a peu de sentiments d'appartenance. Elle va avoir certaines difficultés à s'identifier à qui que ce soit et elle cultive fortement son individualité. Pour elle, le groupe, c'est un petit peu une masse limite inquiétante et c'est généralement quelqu'un qui est solitaire. Pour prendre une image, j'utilise souvent celle du guetteur ou de la vigie, vous savez, tout en haut du bateau de pirate donc qui va scruter l'horizon. Et donc la personne qui est dans la méfiance est quelqu'un qui est très observateur et qui est en retrait souvent. Alors sa motivation principale pour ne pas se mêler au groupe, c'est absolument pas l'ego, hein, ni la peur, parce que ça peut être quelqu'un qui a une grande confiance en lui, hein, mais c'est cet impératif absolument irrationnel d'être disponible pour observer ce qui se passe, d'être vigilant. Et donc par effet domino, il doit être un petit peu à l'écart, puisqu'il faut pour qu'il puisse être vigilant par rapport au monde. Donc un trader dans la méfiance, comme tous les autres, hein, aura des forces et des faiblesses. Donc ses capacités d'observation sont un gros point fort. Évidemment, parce que pour être vigilant, il n'a pas besoin de fournir d'efforts, c'est complètement naturel pour lui. Et par effet domino aussi, il va vite acquérir de la compétence. Ensuite, c'est généralement quelqu'un qui a une forte capacité de concentration et il sait être présent au marché. Par contre, comme tout excès, trop d'observation, ça peut vite devenir préjudiciable parce que c'est un frein à l'action et il peut aussi être très réactif dans la gestion de ses positions en coupant très rapidement dès qu'il y a quelque chose qu'il observe comme ce qui pourrait être un mouvement dangereux. Donc un trader qui est dans la méfiance est prédestiné à des approches qui sont contrariennes de manière générale. Donc maintenant on va parler du trader axial, donc de l'axialité. Donc une personne qui est dans l'axialité va voir le monde comme une infinité d'opportunités. Le monde est beau, elle se sent reliée aux autres, elle est partout à sa place. C'est généralement quelqu'un qui est joyeux, qui peut même paraître naïf, hein, mais au fond c'est pas ça, c'est juste qu'il a la sensation que la vie est une fête et que tout ira bien, quoi qu'il arrive. Donc il aime que les choses soient simples et qu'elles aillent de soi. Et il a souvent la sensation de comprendre le sens caché des choses sans pour autant avoir réellement travaillé dessus. Alors une personne qui est dans l'axialité, du coup, va avoir peu le sens du travail. Elle est dans le plaisir et dans le partage. Et évidemment, c'est un frein à l'acquisition réelle de compétences,
à moins qu'il ait certaines facettes de personnalité spécifiques, et c'est là où je vous disais en introduction que, évidemment, il y a une écologie globale et qu'on ne peut pas uniquement regarder l'instinct grégaire. Aujourd'hui, je fais le zoom là-dessus parce que c'est le sujet et que je pense que ça devait être fait. Mais par exemple, donc quelqu'un qui va être axial et qui va aussi avoir une facette de personnalité de novateur, va travailler son trading parce qu'il aime ça, il est dans le plaisir. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le plaisir et qui a de l'axialité, eh ben, il travaillera très peu et il a tendance à croire que ça va tomber tout seul. Voilà, un trader axial est aussi assez peu réactif à la perte, qu'il considère en fait comme un détail. Généralement, c'est des gens qui ne sont pas très intéressés par l'argent parce qu'ils ont souvent des valeurs humanistes. Voilà, bon là je m'avance un petit peu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le trader axial devra travailler en suivi de tendance. Donc soit sur du court terme, soit sur des unités de temps plus larges, mais en aucun cas, quelqu'un qui a de l'axialité peut travailler sur des unités de temps très courtes, c'est-à-dire sur du scalping, parce que ça demande vraiment une vigilance qu'il n'a pas, ou sur des approches qui sont contrariennes. Et donc pour la confiance dans l'environnement, là aussi, l'être humain est très bien fait, on a une vision de soi qui est faussée et qui pousse à prendre la mauvaise direction pour construire la méthode de travail. Donc pour le méfiant, qui a tendance à beaucoup s'informer, à beaucoup travailler, évidemment, il va tomber sur tous ces bons conseils et cette magnifique maxime qui dit « Trend is your friend », la tendance est ton ami. Alors du coup, il peut se mettre à penser qu'il doit suivre la tendance. Et alors, je vais vous expliquer vraiment dans les grandes lignes ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Hein. Donc le trader, il est méfiant et il est observateur. Donc il s'informe. Voilà, il guette, il cherche, il est curieux, il regarde ce qui se passe. Partout, il va entendre qu'il faut suivre la tendance et qu'on ne gagne pas contre le marché, voilà, etc. Toute cette vague d'idées qui pullule sur le net comme partout. Et comme il est méfiant, il se dit qu'il doit maximiser ses chances de succès. Et donc, il va se mettre à faire du suivi de tendance. Mais quand il suit sa position, le marché qui parfois consolide et qui parfois retrace, enfin bref, il fait ce qu'il a à faire. Et pendant ce temps, le trader méfiant, il devient juste complètement dingue, quoi. Hein, parce qu'il y a une petite voix très inconsciente à l'intérieur de lui qui lui dit que voilà, qu'il approche de la catastrophe et qu'il faut absolument sortir de cette situation. Du coup, il a tendance à couper trop vite. Quelqu'un qui va avoir de la méfiance et qui travaille en suivi de tendance va très très régulièrement couper trop vite ses positions parce que ça lui demande un effort émotionnel et instinctif trop important pour pouvoir rester là-dessus. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas parlé du choix de l'unité de temps, je vais l'aborder là 2 secondes parce que c'est lié. Donc, un trader méfiant aura souvent plus de difficultés sur le long terme. Alors même d'ailleurs qu'il a la compétence pour construire une position et pour avoir une analyse fine sur du long terme. D'ailleurs, à ce sujet, je digresse, j'ai vu le film The Big Short qui passe en ce moment au cinéma et qui illustre vraiment bien la difficulté d'un trader méfiant à tenir une position sur le long terme. Bien que cette position d'ailleurs ait été contrarienne parce que voilà, c'est une vague de traders qui a shorté le marché immobilier à partir de 2006. Bon bref. D'ailleurs, voilà, je vous conseille vraiment ce film. Si vous vous intéressez à la fois à la psychologie et au trading, vous allez forcément l'apprécier. Donc ensuite, une vision faussée pour l'axial. L'axial, c'est l'opposé. Hein. Donc il est parfaitement capable de vivre, de manger, de dormir avec des positions ouvertes. Il n'a absolument pas la sensation d'être en danger imminent, ce qui lui permet de travailler sur des unités de temps longues. Et pourtant, le cahier des charges nécessaire pour avoir des positions bien construites sur des longues échelles de temps, c'est la compétence.
je veux dire intellectuellement, au niveau économique, même au niveau de l'analyse technique, quelqu'un qui va travailler sur des échelles de temps très courtes a moins besoin de compétences que quelqu'un qui va travailler sur des positions beaucoup plus longues. Et donc, ce manque de compétences, c'est évidemment un frein qui va généralement pousser l'axial vers la facilité, donc vers le très court terme, alors même qu'il n'a pas la méfiance nécessaire pour bien travailler là-dessus. Du coup, il y a deux schémas possibles. Soit travailler des unités de temps courtes, alors qu'il n'a pas le niveau de méfiance nécessaire pour bien le faire, ce qui l'amènera généralement à faire des pertes, à moins qu'il ait une facette de personnalité novateur qui soit assez forte. Soit donc travailler sur des unités de temps larges, alors qu'il n'a pas forcément envie de devenir réellement compétent. Et voilà. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte vraiment en préparant cette présentation que quelqu'un qui est vraiment dans l'axialité, déjà je me suis rendu compte au niveau des profils que j'ai suivis que globalement en trading il y en a peu par rapport à la moyenne dans la population. Et ensuite, ça demande vraiment d'avoir une facette de novateur, parce que quelqu'un qui n'aurait pas ça n'a pas en fait la motivation pour bien bosser. Donc ensuite reste la difficulté de s'auto-évaluer avec cette vision de soi faussée, évidemment, parce que la texture de l'instinct grégaire, c'est une base sur la vision du monde qu'on entretient, et on a souvent l'impression d'être dans l'équilibre. On a tous l'impression en fait d'être des assertifs. Et évidemment, c'est assez compliqué de bien définir son positionnement. Il faut avoir une bonne connaissance de soi pour le faire. Et pourtant, je pense que vous commencez à le comprendre. Savoir qui vous êtes à ce niveau va vraiment vous permettre de prendre un certain contrôle sur vos attitudes à venir en position. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans la soumission, par exemple, d'avoir une politique de gestion qui est destinée à quelqu'un qui est dans la dominance ou par exemple à un axial à faire du contrarien. Donc vous avez besoin de savoir vraiment qui vous êtes à ce niveau-là pour définir une approche de trading qui vous corresponde. Voilà, donc comme il y avait pas mal d'infos, je vous ai fait un petit résumé. Donc on peut dire que le dominant doit privilégier le pourcentage de trades gagnants au détriment du risk-reward, que le soumis doit privilégier le risk-reward au détriment du pourcentage de trades gagnants, parce que vous avez bien compris que on est obligé de choisir entre la corde et l'arsenic, grosso modo. On ne peut pas avoir à la fois un bon risk-reward et un fort pourcentage de trades gagnants, ça n'existe pas. Si quelqu'un le connaît, je prends. Non, ça n'existe pas. Donc un trader qui va être dans l'axialité devra opérer en suivi de tendance, généralement sur des unités de temps larges. Et quelqu'un qui est dans la méfiance va devoir opérer en contrariant, et du coup, par voie de conséquence, par rapport à la texture même des stratégies contrariennes, généralement, pas tout le temps, mais souvent, ça sera sur des approches qui sont court-termistes. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour tenter de limiter l'impact de l'instinct grégaire, puisque comme je vous l'ai dit, il est fixe, donc on ne bouge pas. Par contre, on peut en limiter l'impact. Le premier axe de travail, comme je disais en introduction, c'est déjà d'avoir un système de trading qui correspond à cet instinct. Ça, je veux dire, c'est le gros du pavé, c'est le truc auquel vous ne pourrez pas passer au travers. Ensuite, je vais vous donner quelques pistes de travail comportementaux. Je sais que je donne souvent en webinaire du travail cognitif, donc du travail de réflexion, mais là c'est la nouvelle année, donc je vais vous demander d'agir, sachant que c'est généralement plus ce type d'approche que je privilégie en coaching, parce que je pense qu'une action vaut beaucoup mieux que beaucoup de réflexion. Voilà. Donc le dominant aime avoir raison
et il va avoir besoin de gérer ce goût. Même quand il a tort, il a tendance à être de mauvaise foi. Et donc il peine à reconnaître ses erreurs, et quand il fait, c'est généralement un moment qui est assez désagréable. Il va donc avoir besoin de pratiquer, de se muscler pour devenir complètement à l'aise avec sa propre faillibilité. Donc je propose aux dominants de faire un point chaque soir sur une chose qu'ils ont mal faite, ou sur ce qu'ils auraient pu mieux faire dans la journée, et évidemment de le dire à quelqu'un, de partager cette bonne nouvelle. Voilà, c'est un petit peu à l'opposé du travail qu'on peut faire sur l'estime de soi, mais quelqu'un qui est dans la dominance a généralement pas besoin de travailler son estime de lui. Donc voilà, c'est bien qu'il revienne sur Terre, et généralement il va pas trop aimer ça, mais c'est justement parce que c'est déplaisant que ça lui est utile pour avancer. Et puis de toute façon, vous savez bien que je ne suis pas là pour être plaisante, je suis là pour essayer d'être utile. Donc un coach, il est rarement sympa. Un coach, il vous pousse là où vous n'avez pas envie d'aller, sinon c'est qu'il fait mal son boulot. Donc ensuite, on va voir pour quelqu'un qui est dans la soumission. Donc quelqu'un qui est dans la soumission a besoin de sécurité. Donc il cherche la protection et il n'aime pas prendre de risques. Donc il se donne beaucoup de devoirs et peu de droits. Du coup, si vous êtes dans la soumission, la prochaine fois que vous faites la queue au supermarché, par exemple, ou ailleurs, je vous invite à passer devant tout le monde. Alors oui, les gens vont râler. Oui, vous allez vous sentir super mal à l'aise, mais c'est fait pour. Donc plus globalement, je vous propose de prendre certains droits, des droits que vous n'osez pas prendre actuellement. Donc ça peut passer par les mots, par exemple dire à quelqu'un qui vous agace par exemple. Ça peut passer par des actes ou par certains choix. Évidemment, c'est délicat de vous orienter ici, je ne vous connais pas. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Prenez le risque d'être ouvertement désapprouvé parce que vous avez pris certaines libertés. Vous verrez, ça ne pourra vous faire que du bien. Donc ensuite, un axe de travail pour une personne qui est dans la méfiance. Donc le méfiant voit le monde comme menaçant. Alors je vous invite à aller dans une rue bondée, accompagné par exemple du petit dernier, si vous avez un petit dernier de 3-4 ans, ou d'un enfant de manière générale, ou si vous n'avez pas d'enfant autour de vous, de quelqu'un que vous considérez comme peu fiable, et donc de vous laisser guider les yeux bandés dans cette foule. Alors évidemment, si vous le faites avec un enfant, il faudra bien le briefer avant pour qu'il le fasse bien, parce que le but, c'est pas de vous faire mal. Le but, c'est de vous muscler le mental et d'apprendre à déléguer une confiance. Entre parenthèses, je donne des cours de théâtre à des enfants. Bon, vous allez connaître toute ma vie au bout d'un certain temps. Voilà. Bref. Et donc, juste avant les fêtes, c'est marrant, j'ai rencontré donc un ado qui suivait mes cours il y a quelques années, et c'était un gamin qui était très très méfiant. Et donc c'est un exercice de théâtre, se faire guider les yeux bandés. Et à chaque fois qu'on faisait cet exercice pendant un cours, lui il était vraiment à l'agonie. Et donc là quand j'ai croisé, il me disait, voilà, tu sais, ton exercice de confiance, je le fais maintenant régulièrement quand je me sens pas bien, parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de prendre de la distance, et voilà. Et, du coup, je me sens beaucoup mieux. Donc évidemment, j'étais ravie, et ça m'a rappelé aussi à quel point cet exercice était bon pour quelqu'un qui a naturellement une certaine méfiance dans le monde. Et alors, désolée, mais pour l'axial, j'ai pas trouvé d'exercice comme ça tout prêt et duplicable pour tout le monde, parce que pour gérer l'axialité, ça va dépendre de beaucoup d'autres facteurs, notamment au niveau des personnalités, et donc je préfère me taire sur cet instant précis plutôt que de vous orienter dans une mauvaise direction. Voilà, donc c'est le joker. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que cette présentation vous sera utile pour avancer.
Donc je vous informe qu'à partir de la semaine prochaine, on change de format pour la chronique psycho, parce que là, ça me prend vraiment trop de temps, en fait, à l'heure actuelle. Ça a le mérite d'être totalement honnête, parce que je les prépare. Donc c'est pas que ça m'embête de les préparer, mais c'est que j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Du coup, on va passer sur un format plus court. D'ailleurs, je pense qu'il peut être tout aussi utile pour vous et qui va, moi, me demander d'avoir une certaine concision. Voilà, c'est bénéf pour tout le monde. Donc on aura des rendez-vous au maximum d'une demi-heure avec des présentations qui feront voilà, autour de 20-25 minutes pour que j'ai le temps de regarder les questions. Voilà, j'en ai donc terminé. Je vais regarder les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Donc je vais vous demander quelques minutes pour que j'ai le temps de lire ce qui a été noté pendant que je parlais. Puisque pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, moi je ne sais pas faire 3 choses en même temps. Donc en même temps penser à mon texte, faire défiler le PowerPoint et en même temps regarder les questions. Il y en a qui y arrivent, sincèrement ça me dépasse, je suis très admirative parce que j'en suis totalement incapable. Voilà, donc je regarde maintenant. Donc on parle du son, ok. On me demande si j'ai un site. Ça c'est une question qui est intéressante. Oui, évidemment, j'ai un site internet qui s'appelle neuro-trading.fr. D'ailleurs, je vais vous remettre du coup les différents endroits où je suis présente. Voilà, je suis présente sur Facebook, je suis présente sur Twitter, je suis présente sur YouTube, évidemment, à mon nom, Caroline Domanine. Et donc, j'ai un site internet qui est sous forme de blog, où je rédige certains articles, qui s'appelle neuro-trading.fr. Et j'ai écrit un livre l'année dernière sur ce sujet, qui est sorti d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Trader avec succès grâce au neurotrading. Waouh! Et qui s'est d'ailleurs vendu plus que je l'aurais cru. J'étais assez contente. Il y a quelqu'un qui me demande, j'ai l'impression d'être les 4. Est-ce que c'est grave? Alors, que vous ayez l'impression d'être les 4, ce n'est pas grave. Par contre, vous ne l'êtes pas, ça c'est évident. On ne peut pas être à la fois méfiant et axial et à la fois dominant et soumis de façon instinctive. Par contre, ce qui se passe, c'est que peut-être que vous avez justement, j'y faisais référence, quelques dissonances. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va, voilà, pour faire simple, il y a une voix qui dit blanc et l'autre qui dit noir, et donc vous avez l'impression d'être tout en même temps. Justement, il y a des choses qui vont bien ensemble, donc j'évoquais en introduction le fait qu'il y ait certains instincts qui vont réguler d'autres et certains instincts qui vont accentuer l'impact positif ou négatif d'autres. Donc par exemple, au niveau de la dominance, quelqu'un qui va être à la fois dominant et avec une facette de personnalité compétiteur, j'ai envie de dire, c'est le cumul des mandats, quoi. Donc là, c'est la dominance instinctive va être accentuée par la facette de personnalité du compétiteur. Maintenant, quelqu'un qui est dans la dominance et qui va avoir par exemple une facette de personnalité en novateur, évidemment je ne vais pas rentrer dans les facettes de personnalité maintenant parce qu'il nous reste quelques minutes et que ça me prendrait beaucoup plus de temps, mais quelqu'un qui va être donc novateur et dominant, il y a un conflit puisque concrètement par rapport au novateur il y a un problème de logique quelque part, il ne se sent pas tout à fait à l'aise avec ça. Idem, donc je parlais du compétiteur, quelqu'un qui va être instinctivement dans de la soumission et qui va avoir une facette de personnalité de compétiteur, il a l'impression d'être, il peut avoir l'impression d'être les deux, puisqu'il y a vraiment une voix très 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 profonde
qui va avoir besoin de sécurité, de protection, et une voix qui est un petit peu plus présente, qui lui dit voilà, tu dois aller chercher du challenge, du défi, tu dois prendre des risques, parce que c'est ça qui est valorisé dans son système de valeurs, et notamment dans ce qui a pu lui être inculqué. Du coup, alors pour répondre à la question, non, on ne peut pas être les quatre. Au niveau de l'instinct grégaire, on a deux positionnements, hein, soit dominant, soit soumis, et soit méfiant, soit axial. Mais ensuite, on peut avoir une certaine difficulté à le diagnostiquer pour des raisons que j'ai évoquées déjà dans le webinaire, et ensuite par rapport à ce phénomène de dissonance. Donc on me marque, j'ai l'impression que l'argent ne vous intéresse pas. C'est marrant comme... c'est marrant. Bien sûr que si, j'aime le pognon. Le pognon, c'est bon, on veut du pognon. Non, bien sûr que j'aime l'argent, je fais du trading. Est-ce que vous connaissez une personne en trading qui n'aime pas l'argent? Bon, j'arrête sur le sujet parce que sinon je vais dépasser les bornes des limites. On peut essayer de s'adapter aux situations, mais pas aller contre son instinct grégaire, et après des années d'exercice. Alors oui, c'est ça. Donc Alex, s'adapter aux situations, en fait, c'est pour ça que j'ai préparé ce webinaire en mettant des systèmes de trading en face des familles, on va dire, de positionnement, parce qu'il y a un rapport logique entre l'instinct et la manière dont une personne va gérer, et la manière dont elle perçoit le marché et sa place par rapport au marché. Donc il faut toujours partir de l'instinct, puisque l'instinct grégaire, je le dis et je le répète, une fois qu'on est adulte, l'empreinte neuronale est fixée et elle ne bouge plus. Par contre, donc j'utilise souvent cette métaphore du bâtiment pour les différentes échelles de conscience. Rien ne nous empêche à un moment donné de prendre l'ascenseur et de ne pas être à ce niveau de conscience. C'est-à-dire au moment où vous opérez, vous n'êtes pas forcément dans votre instinct grégaire. D'ailleurs, il vaut mieux que vous soyez à un autre niveau de conscience, en l'occurrence qui s'appelle le préfrontal. J'en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes et j'en reparlerai évidemment, pour bien gérer votre position. Il n'empêche que cet instinct grégaire, c'est ce que vous êtes. Donc, je veux dire, avoir des exercices pour en amoindrir l'impact, c'est évident que c'est utile. Faire des exercices pour ne pas être à ce niveau décisionnel, c'est utile aussi. Donc il y a ces deux pistes de travail en termes de comportement. Mais en attendant, voilà, on fait avec ce qu'on est, quoi. C'est un petit peu comme jouer aux cartes. On joue avec les cartes qu'on a. Après, voilà, il y en a qui n'ont pas forcément des super bonnes cartes et puis qui jouent super bien. Il y en a qui ont un méga jeu et puis qui le jouent mal. Donc si vous voulez, ce que vous en faites après de cet instinct grégaire vous appartient. C'est là où je suis mitigée dans mon approche, parce que vous pouvez totalement, je veux dire, mettre en place un trading qui soit fructueux, un trading qui soit confortable, avec n'importe quel instinct grégaire. Par contre, le postulat de base, c'est les cartes que la vie vous a distribuées, et voilà. Et donc, vous devez partir de là. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. C'est bien parce que on arrive au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un format plus court, qui s'appellera plus la chronique psycho. Du coup, on a travaillé avec Vincent à un titre un petit peu plus punchy, comme on dit. Bref, peut-être à la semaine prochaine ou à bientôt. Au revoir.